Merci de me donner la parole. Je veux d'abord remercier chaleureusement l'Institut Pasteur de Madagascar et singulièrement Olivier Domarle et Didier Ménard de m'avoir donné cette occasion de venir et d'avoir cet atelier paludisme. Je crois qu'on a tellement stressé les apprenants, comme on dit à cet atelier paludisme, qu'ils sont restés scotchés sur leur ordinateur. On va essayer donc de voir avec ce que j'ai pu recueillir, moi qui suis enseignant-chercheur à la Pitié-Salpêtrière et participant du Lycée-INSERM 511 que dirige Dominique Mazier, et du département avec François Bricaire et Éric Côme de maladies infectieuses et tropicales de cette université Pierre et Marie Curie, et m'intéressant particulièrement au traitement et au nouveau traitement du paludisme. On va essayer de voir quels sont ces médicaments antipaludiques nouveaux ou nouvelles bithérapies qu'il faut tenter de mettre en place pour changer de stratégie de prise en compte du paludisme, prise en charge du paludisme. Alors, si ça marche quand on appuie là, c'est bon. Donc, tout le monde sait que la répartition du paludisme dans le monde ne bouge pas, inexorablement. Cette carte est de 2002, elle pourrait être de 2006, elle pourrait être de 95. Malheureusement, ça ne change pas, ce qui est extrêmement pénible à observer. La population vivante d'ozone, je vais passer sur ces données que tout le monde connaît, avec une évaluation qui était parfois controversée par certains sur ce nombre de morts ou ce nombre de cas, mais à vrai dire, quand on regarde ce qui s'est fait avec des évaluations plus scientifiques, en tout cas ce que Robert Snow et son équipe ont tenté de faire, en Afrique en 95, publié en 95, sur l'année 95, puis plus tard dans Nature 2005 sur la période 2002, eh bien, ces évaluations n'étaient pas inférieures à la réalité, probablement même inférieures en ce qui concerne la dernière évaluation. Ceci étant, il s'agit, pour ce que fait l'équipe de Snow, de modélisation de très haut niveau par rapport à des notifications nationales. Et quand il dit qu'il y a 50% de plus dans son estimation que ce que dit l'OMS, surtout en ce qui concerne des pays ailleurs qu'en Afrique, eh bien c'est quelque chose qui doit être pris en compte probablement avec intérêt. Cette carte, qui est également due à cette même équipe, est tout à fait intéressante. Elle signale l'endémie à Plasmodium falciparum en termes de surface proportionnelle à la prévalence de ce parasite. Donc on voit que l'Amérique, tout le continent américain est réduit à rien, car le falciparum n'a pas d'importance en termes de prévalence dans ce continent américain, alors que l'Afrique est largement représentée, en particulier des pays à forte démographie, comme le Nigeria et d'autres, bien entendu. Mais ce qui était moins évident, c'est que la sous-continent indien, la péninsule indienne, soit aussi largement représentée. C'est un fait malheureusement nouveau que cette poussée de Plasmodium falciparum dans le sous-continent indien. Alors la lutte antipaludique, on va arriver très vite à ce qu'on a tenté de faire, c'est-à-dire que les pharmacorésistances posent un problème, le diagnostic rapide et le traitement rapide sont maintenant les armes essentielles avec la lutte antivectorielle par moustiquaire bien sûr, et depuis 1998, le programme de l'OMS Faire reculer le paludisme a tenté de remobiliser l'ensemble des acteurs en faisant de la formation et de l'information sur ce paludisme et sa lutte. Réduire de moitié le poids du paludisme d'ici 2010, des gens peut-être pessimistes de l'OMS disaient qu'ils étaient pessimistes sur les résultats de cette rollback malaria à court terme. Ce plasmodium qui envahit les hébaties que vous voyez ici sur ce frottis sanguin pose des problèmes effectivement de mortalité tout à fait impressionnantes, mais nous avons des armes. Et quand on regarde sur cette diapositive l'ensemble des médicaments disponibles, ou qui le seront très bientôt pour certains d'entre eux, eh bien on peut dire que les armes ne semblent pas manquer. En traitement curatif ou en traitement prophylactique, on retrouve quelquefois les deux du même côté. Ceux qui sont en orange sont ceux qui sont utilisés uniquement en traitement curatif, et de la quinine aux dérivés de l'artémisinine, la gamme est relativement large, apparemment. Dans les traitements prophylactiques qui n'intéressent que les voyageurs ou les personnes déplacées, on reviendra éventuellement, si on a le temps, enfin d'exposer dessus.
quelques notions que d'ailleurs Rémy Durand dans son exposé avait rappelées, mais tout le monde n'a pas assisté à l'exposé fort intéressant de Rémy. L'équipe de Nick White met en avant un paramètre concernant ces antipaludiques intéressant. Le rapport de réduction parasitaire in vivo, c'est-à-dire le rapport entre la parasitémie initiale chez un malade et celle que l'on mesure à 48 heures après lui avoir donné un médicament. Eh bien, ce rapport de réduction qui mesure un peu la vitesse à laquelle l'antipaludique fait disparaître le parasite du sang, est extrêmement intéressant pour les dérivés de l'artémisinine. C'est le plus fort rapport de réduction que l'on ait observé avec des antipaludiques depuis qu'on explore ces données sur les antipaludiques. Alors que vous étiez persuadé que la quinine avait un excellent rapport de réduction, pas du tout. Elle n'est pas très bonne, la quinine. On la donne pourtant dans les paludismes graves en urgence. Et les antibiotiques sont extrêmement médiocres, ont un rapport de réduction le plus faible observé. Ça se traduit sur ce graphique que vous a montré Rémy Durand. Alors, au pire, si on ne donnait que des antibiotiques, il faudrait atteindre plus de 3 semaines de traitement pour déparasiter totalement un patient. Alors que si on donne une artémisinine, en moins d'une semaine, tous les parasites, y compris ceux qu'on ne détecte pas et qui sont pourtant séquestrés dans l'organisme, auraient disparu. Donc cet élément-là est un paramètre extrêmement intéressant à prendre en compte. D'une autre façon, Nick White, toujours Nick White, c'est une équipe qui est extrêmement performante dans la recherche d'antipaludiques et l'exploration de l'efficacité des antipaludiques, montrait qu'en fonction du cycle du plasmodium, falciparum en l'occurrence peut-être ici, eh bien il y avait une phase initiale où le parasite commence à grossir mais n'est pas encore divisé, et où il circule, où des antipaludiques, comme la quinine, agissent peu, très peu, ou pas du tout. Alors que la chloroquine commençait déjà à agir sur ce stade, et les dérivés de l'artémisinine sont extrêmement actifs, plus actifs encore, peut-être dès ce stade de trophozoïtes âgés commençant à se diviser. Et dans la deuxième partie, lorsque le parasite est en train sous forme de schizonte, où la plupart des antipaludiques agissent, ils sont schizoticides essentiellement, eh bien, tous agissent, la quinine en particulier agit particulièrement bien, mais uniquement sur cette phase de parasite en division. Donc cet élément est également à prendre en compte quand on choisit des antiparasitaires et des antipaludiques et qu'on va essayer de les combiner. Si on regarde rapidement le type de mode d'action des antipaludiques connus, on ne les connaît pas bien, pas complètement en tout cas, eh bien on peut voir qu'il n'y a pas 36 mécanismes d'action, il y a en fait 3 grands groupes de mécanismes d'action des antipaludiques. Inhibition de la digestion de l'hémoglobine dans la vacuole nutritive du plasmodium, la chloroquine, la modiaquine et les aminocatinéléines agissent de cette façon, même si la modiaquine n'agit peut-être pas exactement de la même façon que la chloroquine, puisque des souches chloroquino-résistantes sont encore sensibles à la modiaquine. La pipéraquine, autre aminocatinéline intéressante, doublée, est à garder en mémoire. Deuxième groupe d'antipaludiques, les aminoalcools ou arylaminoalcools, qui agissent également sur la digestion de l'hémoglobine, mais par un mécanisme différent, et où on met ensemble la quinine, la mefloquine, la lumefantrine, la lumefantrine. Différents, bien qu'agissant au niveau des métabolites de l'hémoglobine, les dérivés de l'artémisinine. Donc là, on a un mécanisme d'action différent. Et c'est en alkylant les métabolites de l'hémoglobine, en produisant des radicaux libres et peut-être en faisant quelque chose au niveau d'un choc, mais c'est pas sûr, c'est plutôt sur cette alkylation que les artémisinines jouent. Alors, autre grand groupe d'activités et de modes d'action, ceux qui agissent sur la fabrication des acides nucléiques du parasite, et que ce soit la tovacone, ou que ce soit la sulfadoxine d'Apsone, ou la pyrimétamine cycloguanyle, ils agissent sur divers enzymes en bloquant le fonctionnement de ces enzymes, ou en bloquant le cytochrome B pour ce qui est de la tovacone, en empêchant donc le parasite de se multiplier d'une façon ou d'une autre, mais sur des mécanismes extrêmement précis d'action. C'est un site enzymatique qui est bloqué par le médicament. Et donc, on peut dire aussi que les résistances, dès que l'enzyme change de configuration,
les résistances pourront apparaître. Donc voilà ces mécanismes d'action rapidement rappelés, sachant qu'il faut absolument avoir des outils performants de mesure de la sensibilité ou de la résistance des plasmodiums quand on se préoccupe de lutte antipaludique et de choix de médicaments. Donc l'OMS n'arrête pas de faire des notices pour bien expliquer comment vous devez mesurer in vitro ou in vivo là dans ce document, la chimiosensibilité pour avoir une appréciation vraie et pas des fausses appréciations. Ça ne marche plus la chloroquine. Voir, est-ce que la chloroquine marche encore dans telle région du pays ou est-ce qu'elle ne marche plus. Avoir des vraies études pour juger précisément de ce qu'il en est. Alors les résistances, eh bien sûr, elles sont apparues. Et cette carte qui est déjà un peu ancienne, puisque c'était des données du CDC qui dataient de 2003 ou quelque chose comme ça, eh bien il y a des points bleus de résistance à la chloroquine partout. Il y a des points verts qu'on ne voit pas bien, ou jaunes qu'on ne voit pas bien, de résistance à sulfadoxine pyrimétamine, répartis malheureusement également un peu partout. Et il y avait déjà à cette époque des résistances à mefloquine et à l'ofentrine, c'est complètement croisé entre ces deux médicaments. En Asie du Sud-Est, on aurait dû mettre déjà quelques petits points verts de résistance à mefloquine et à l'ofentrine dans la zone amazonienne. Cette carte plus récente, 2004, j'ai regardé la 2006, elle n'est pas très différente, pas très lisible, des triangles, falciparum, des ronds, sulfadoxine pyrimétamine, il y en a partout, des étoiles, mefloquine, là il y en a en Amérique du Sud, des rectangles, vivax, chloroquine. Il commence à y avoir des résistances de vivax à la chloroquine dans certaines zones d'Indonésie, de l'Asie du Sud-Est, et peut-être quelques cas en Amazonie. Donc un problème que cette multiplication, cette extension des résistances de falciparum, surtout de vivax à peine, aux antipaludiques les plus utilisés. Alors comment essayer de, premièrement, limiter l'extension de ces chloroquino-résistants ou de ces chimio-résistances en général. Il s'agit donc de limiter la sélection des mutants résistants. Dans une population de parasites, il y a quelques rares mutants qui sont résistants, noyés dans une masse de sensibles. Si vous appliquez un médicament, et un seul médicament, en pression dans une zone de transmission intense, eh bien on va sélectionner les mutants résistants. Donc il faut ne traiter que les vrais paludismes maladies. C'est gentil de dire ça, c'est complètement difficile, infaisable dans un certain nombre de zones rurales des pays d'endémie où eh bien on traite les fièvres. Un enfant qui a de la fièvre en zone de transmission intense, c'est sûrement un paludisme, et donc on le traite. Et on traite probablement 2/3 de patients qui n'ont pas d'accès palustre au sens propre, qui ont quelques rares parasites qui traînent, et on va sélectionner les mutants résistants. Donc ne traiter que des paludismes maladies vraies avec parasitémie intense qui méritent d'être traités, ce serait l'objectif. C'est difficile à réaliser tant qu'on n'a pas des outils de détection de la parasitémie suffisamment faciles à utiliser et précis. Ça vient peut-être. Deuxièmement, éviter les monothérapies, on verra pourquoi, mais ça peut sauter à l'esprit pourquoi. Empêcher les traitements à dose insuffisante ou incomplète, quand la concentration sanguine du médicament dans le sang est en dessous de la concentration inhibitrice, eh bien il va persister quelques parasites, et on a toute chance là de sélectionner les mutants résistants. Et c'est de la même façon, une autre façon de dire les choses, éviter la persistance de concentration sanguine subinhibitrice, les médicaments à très longue demi-vie, qui vont baisser doucement en concentration sanguine, sont générateurs de ces doses insuffisantes et donc de sélection de mutants résistants. Alors, le deuxième point, une fois qu'on a vu ce qu'il ne fallait pas faire, c'est de promouvoir des bithérapies antipaludiques. Dans la lettre, ça fait des années, Howard de Tuft le sait, qu'on fait des multithérapies, des multichimiothérapies, dans la tuberculose aussi, dans le sida plus récemment. Eh bien, dans le paludisme, on a découvert, ou évoqué cette stratégie beaucoup plus récemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Choisir deux molécules à mode d'action différents. Différents, absolument. Il est hors de question de mettre ensemble deux aminocaptidéléines. Hors de question de mettre ensemble la mefloquine et la lofentrine. Il faut forcément deux molécules à mode d'action différents. Et vous avez vu,
dans notre diapo précédente que les modes d'action différents, il n'y en a pas tant que ça. Au stade où on en est, on cherche des nouvelles molécules. Premier point. Donc, mode d'action différents, synergique de préférence. Souvent, ça n'est qu'additif, mais si c'était synergique, ça serait mieux. Rapidement efficace sur falciparum. Falciparum tue. Plus vite on arrête sa multiplication, plus vite on risque de sauver des vies. Demi-vie d'élimination sanguine complémentaire ou coordonnée. Là encore, c'est la quadrature du cercle. Complémentaire ou coordonnée. Coordonnée, ça serait mieux, pour que les deux médicaments persistent ensemble jusqu'au bout dans le sang. Malheureusement, ce n'est pas très souvent le cas. Complémentaire, eh bien on va voir ce que ça peut être. Bien toléré. Si vous voulez handicaper complètement un traitement, eh bien vous donnez un médicament qui fait vomir ou qui donne mal à la tête, qui donne des cauchemars, comme certains. Donc bien toléré est une caractéristique extrêmement importante pour un médicament qui va être donné très largement à des populations. Administrable en cure brève, dans les zones d'endémie, en zone rurale en particulier, les patients sont à distance, souvent longue, du point de soin. Et donc il faut que le traitement soit bref pour pas qu'on les retienne trop longtemps à un endroit. Coût modéré enfin, et ça va être extrêmement compliqué. Une autre façon de regarder pourquoi une bithérapie est indispensable et pourquoi elle prévient l'apparition des résistances. Mais c'est un exemple totalement théorique. Il y a dans la population une fréquence de mutants résistants au médicament A qui est à 5%. Une fréquence de mutants résistants au médicament B dans la population des mêmes parasites qui est à 1%. Le risque de sélectionner un mutant birésistant aux deux, en utilisant une bithérapie, eh bien, c'est la multiplication des deux, et donc vous voyez qu'on arrive à 5 pour 10 000 alors qu'on était à 5% ou à 1%. Donc la bithérapie est un facteur évident de peu de chances de sélectionner un mutant résistant. Et d'ailleurs, les chiffres que je vous donnais sont totalement théoriques, c'était pour l'exemple, mais les vrais pourcentages ou fréquences de mutants résistants, Nick White, dans une réunion de l'OMS à Washington il y a peu de temps, donnait ces chiffres. Donc, résistant à la pyrimétamine dans une population de parasites, de Plasmodium falciparum, c'est 1 sur 10 puissance 11, 10 puissance 12, 10 puissance 19 à la chloroquine. Donc les risques d'une birésistance deviennent extrêmement faibles dès qu'on utilise deux molécules. Alors les pharmacocinétiques, là aussi c'est compliqué. Voilà une échelle des demi-vies d'élimination sanguine des antipaludiques disponibles. Donc on voit les artémisinines quelques heures et ils disparaissent. La mefloquine, 21 jours avant qu'il n'y en ait plus. Alors quand on fait des combinaisons, je vous disais des combinaisons coordonnées. Coordonnées, sulfadoxine, pyrimétamine, la plus ancienne des bithérapies. Pyrimétamine, 4 jours, sulfadoxine, 8 jours. Pas trop mal coordonnées. Un peu différent. Artémisinine, mefloquine. Une bithérapie préconisée. Dans beaucoup de pays, en Asie en particulier. On ne peut pas faire plus 10 harmoniques comme demi-vie. Mais ceux qui étudient ce problème disent oui, mais vous prenez une artémisinine, un coefficient de réduction parasitaire extraordinairement élevé. Donc, en quelques heures, vous allez faire disparaître plus de 95% de la population parasitaire, en donnant 3 jours d'artémisinine. Et la mefloquine, qui est plus lente, va finir le travail et va le finir suffisamment longtemps pour éliminer les rares parasites qui restaient après que l'artémisinine ait fait 95% du travail. Donc, complémentaire, mais pas coordonné du tout. Parce que là, on est en monothérapie à la mefloquine très vite, quelques heures après avoir donné la dernière dose d'artémisinine. Alors, nouveaux antipaludiques associés. On va les regarder par certains d'entre eux plus en détail avec des études récentes qui permettent de regarder ce qu'ils peuvent donner. Là, simplement, ils sont sur cette liste, sur cette diapo, séparés en associations fixes, les composants, les deux
composants de la bithérapie sont dans un seul comprimé, ou bien c'est une association pour le moment libre, où les composants sont dans deux comprimés séparés, mais en général présentés dans un co-blister quand il y a un fabricant qui les fait, ce qui n'est pas encore le cas partout. Donc on voit que dans cette liste relativement longue de bithérapies qui sont déjà commercialisées ou en cours d'études, de fin d'études, eh bien on a des choses. Chaque fois qu'il y a de l'orange, vous avez bien repéré, c'est qu'il y a un dérivé comprenant une artémisinine, un artémisinine base combine thérapie. Donc ce que préconisent la plupart des malariologues dans le monde actuellement, c'est de choisir une bithérapie comprenant un dérivé d'artémisinine. Mais il y en a qui ne comprennent pas de dérivé d'artémisinine dans cette liste, vous le voyez. On va revoir certains d'entre eux plus en détail, simplement dire que il y en a certains comme celui-là qui ne sont pas finis de mettre au point, et puis il y en a certains qui sont probablement qui ne viendront jamais à l'ordre du jour. Et ce qui est également ici devrait monter dans l'association fixe assez vite, puisque Sanofi Aventis est en train, grâce au partenariat avec DNDi, de mettre au point une coformulation en un seul comprimé de cette association artesunate amodiaquine. Alors, voyons d'abord cette préparation-là, rapidement, parce qu'à vrai dire, on verra qu'elle est sortie il y a maintenant plusieurs années, et plus très récente, de la malarone, l'atovacone plus proguanil, des comprimés adultes et comprimés enfants, quelque chose qui est un produit qui est une molécule originale, qui non seulement est active sur les schizons dans le sang, mais également une action sur les formes intrahépatiques primaires. Une demi-vie longue, une biodisponibilité extrêmement médiocre. Une activité schizonticide qui est assez lente, vous le voyez, associée au proguanil, qui est un médicament extrêmement utilisé dans d'autres préparations, qui est un inhibiteur de la dihydrofolate réductase, mais c'est probablement pas comme ça qu'il agit. Dans cette association, il agit en synergisant l'atovacone, en empêchant probablement la sélection des mutants résistants sous atovacone seul. Donc un produit qui est pour le moment intéressant, qui a une posologie assez simple, 4 comprimés par jour en une prise pendant 3 jours chez un adulte, de préférence avec un repas, sinon la biodisponibilité rend les taux sanguins d'atovacone extrêmement faibles. Il y a des petits risques de vomissement, donc un médicament qui semblerait comme ça intéressant, sauf qu'il n'a pas de dérivé de l'artémisinine dans la bithérapie, mais il coûte extrêmement cher. Tellement cher que c'est plus la peine d'en parler. Arrêtons. Alors il y a une autre préparation qui a fait l'objet d'une étude tout à fait intéressante, qui était celle-là. Donc, comparaison d'une association chlorproguanil dapsone, chlorproguanil, et dapsone, la sulfone, avec sulfadoxine pyrimétamine, le classique, pour le traitement des paludismes de l'enfant non compliqués. Une étude en double insu et tirée au sort, bien entendu, contrôlée, parue dans le Lancet. Alors, qu'est-ce que donnait cette étude bien faite, où il y a 1850 enfants de 1 à 10 ans qui ont été inclus, qui avaient de la fièvre, qui avaient des parasites à un taux élevé, c'était vraiment des paludismes maladies, et il y avait une comparaison avec sulfadoxine pyrimétamine, 370 enfants, 1480 sous chlorproguanil dapsone. Cette différence entre les deux groupes est due au fait que l'objectif, c'était la tolérance et l'efficacité, alors qu'on avait déjà, dans des études antérieures avec des bras égaux, montré l'efficacité. Le critère principal était la guérison à J14. Bon, on peut s'interroger sur ce critère. Différence significative d'efficacité au Gabon, au Kenya et au Malawi, où la nouvelle association, chlorproguanil dapsone, CD, fait mieux que sulfadoxine pyrimétamine, avec un odeur ratio, donc une différence, un risque à 3 à 6 fois plus de risque de guérir sous chlorproguanil dapsone que sous sulfadoxine pyrimétamine. Intéressant. Mais pas de différence au Nigeria, l'odeur ratio est à 1, 3, ni en Tanzanie, où l'odeur ratio est à 1,6, dans cette zone-là de Tanzanie.
C'est pas partout pareil la Tanzanie. Les variations étaient à l'évidence dues au niveau de résistance à sulfadoxine de pyritamine dans la zone considérée. Et ce qu'il fallait regarder également, et qui était un petit peu préoccupant, c'est qu'à J7, chez ces enfants, ceux qui avaient reçu chlorproguanil dapsone, il y en avait 5% qui avaient une anémie relativement préoccupante, alors qu'il n'y en avait que 2% sous sulfadoxine pyrimétamine. Et moins 4 grammes par litre d'hémoglobine sous chlorproguanil dapsone. Certes, c'était réversible à J14. Rôle du déficit en G6PD. C'est quand même embêtant de donner un médicament qui rend anémique dans une maladie qui est anémiante en elle-même. Alors, au total, cette étude et les autres qui ont été faites, c'est un médicament à demi-vie courte, le chlorproguanil, qui marche encore quand il y a des résistances, des mutants résistants au cycloguanil. Donc c'est intéressant, le simple fait qu'il y ait du chlore devant le rend encore actif. Tout à fait surprenant. Et il est bien toléré. La dapsone, tout le monde connaît la dapsone, utilisée dans la lèpre depuis des dizaines et des dizaines d'années. Problème de la dapsone, c'est qu'aux doses où elle est donnée là, il peut y avoir des hémolyses et des méthémoglobinémies, mais c'est pas trop grave la méthémoglobinémie. Donc quand même un petit problème. Combinaison en pharmacocinétique bien coordonnée, demi-vie courte dans les deux cas, donc ça sélectionnera peut-être moins les mutants résistants. Intéressant à regarder ça. Même mode d'action que sulfadoxine pyrimétamine, malheureusement. Ça agit sur les mêmes enzymes exactement, sauf que cycloguanil garde son efficacité, mais si on sélectionne une quatrième mutation, cette mutation I164M, le chlorproguanil deviendra inefficace. Donc si on a des chances malheureusement ou des risques malheureusement de la sélectionner cette mutation. Et l'autre point qui est celui qu'on a vu dans l'étude précédente, c'est sa tolérance. Les déficitaires en G6PD supportent pas très bien la dapsone, se mettent à hémolyser. Et il y a eu un rapport technique de l'OMS qui est paru qui mettait en garde sur une utilisation non contrôlée de ce médicament. Si on donne sans surveillance à tous les enfants ce produit, ce Labdap, alors qu'ils sont peut-être déjà anémiques, qu'ils sont peut-être porteurs d'un déficit en G6PD, est-ce qu'on ne va pas risquer d'aggraver considérablement les anémies? Alors, c'est un médicament qui garde son intérêt parce que, d'autre part, il est peu onéreux, extrêmement peu onéreux. Mais à surveiller. Alors, d'autres choses, c'est que le laboratoire, je me suis trompé, le laboratoire essaye de lui associer un dérivé d'artémisinine, et l'étude est en cours, peut-être que ça arrangera les choses, mais pas l'anémie. Donc, à voir. Une autre combinaison, utilisée largement en Asie du Sud-Est, mérite d'être regardée. Cette bithérapie a été utilisée lorsque les équipes de Nick White, François Nosten, qui viendra vous voir à la fin de cet atelier et qui vous donnera certainement des informations extrêmement intéressantes, car il est un des meilleurs connaisseurs des problèmes de résistance en Asie du Sud-Est. Donc l'équipe de Nick White et François Nosten constate au début des années 90 qu'il y a plus de 40% de résistance à la mefloquine, qui est leur médicament de base pour traiter, de première intention, pour traiter les accès de paludisme en Asie du Sud-Est, en Thaïlande en particulier. Même à 25 mg kg. Et pas d'autres molécules actives, la chloroquine ne marche plus, le fansidar ne marche plus, il n'y a plus rien. Heureusement, les artémisinines commencent à être disponibles, ils arrivent à en importer de Chine et ils essayent artesunate 4 mg kg pendant 3 jours, associé à mefloquine 25 mg kg, donné plutôt à partir du 2e jour. Mais ils ont varié dans leur protocole. 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Formidable. Contre toute attente, cette bithérapie qui était déjà pas très favorable, puisque l'un des composants, l'un des partenaires de la bithérapie, il y avait déjà des résistances à 40%. Eh bien non, ça ne s'est pas aggravé, au contraire. La guérison à J56, il contrôle jusqu'à J56 pour être sûr des guérisons, étant obtenue dans 95% des cas ou plus. Il y a une diminution, disent-ils, dans cette zone de la frontière birmano-thaïlandaise, une diminution du nombre de cas de paludisme à Plasmodium falciparum,
une récupération de la sensibilité des souches à la mefloquine, comme si l'artésunate avait bousillé les souches mefloquino-résistantes, puisque ce n'est pas le même mécanisme d'action et de résistance, et donc que la bithérapie avait été favorable sur l'ensemble des résistances dans la région. Le problème, c'est que cette bithérapie comprend de la mefloquine et que la tolérance de cette bithérapie, du fait de la mefloquine, n'est pas parfaite. Il y a quelques petits troubles digestifs, neuropsychiques, de temps en temps. Autre association qui mérite d'être regardée, qui mérite particulièrement d'être regardée à Madagascar. Une étude dans le Lancet en 2002, Adjuik et collaborateurs, nombreux collaborateurs, dont, je ne sais pas si, oui je crois qu'il était signataire, dont Philippe Brasseur, qui viendra vous enseigner bientôt. Donc, cette étude comparait amodiaquine plus artésunate aux doses habituelles, 10 mg kg pendant 3 jours pour l'amodiaquine, 4 mg kg pendant 3 jours pour l'artésunate. À quoi? À l'amodiaquine seule. Là, on met la différence et est-ce que c'est significatif sur le plan de cette différence? Au Sénégal, contrôlé à J14 et J28. Vous vous souvenez tout à l'heure l'étude de chlorproguanil du LabDap, c'était J14 seulement. Il ne faut pas faire ça. Une étude qui se contente de regarder ce qui se passe à J14 est une étude qui sous-estime probablement des résistances, des échecs qui n'apparaissent qu'à J28. Alors bien sûr, il disait l'abdab de Bivicourt, c'est pas la peine de le faire à J28. C'est pas sérieux. Donc là, c'est J28, amodiaquine artésunate, au Sénégal, pas de différence. Au Sénégal, il y a encore suffisamment de sensibilité à l'amodiaquine pour que l'artésunate n'ajoute rien. Mais néanmoins, on a peut-être intérêt à prendre quand même la bithérapie, parce que comme ça, on ne fera pas apparaître trop de résistance à l'amodiaquine. Peut-être. Au Gabon, à J28, c'est déjà plus tellement intéressant. On voit apparaître qu'il n'y a plus que 77% de succès sous amodiaquine. Et au Kenya, enfin, catastrophe, on voit que l'amodiaquine seule est en échec, et donc ce n'est plus un bon partenariat que cette amodiaquine artésunate au Kenya, puisqu'il y a trop de résistance à l'un des deux composants de la bithérapie. Et c'est hautement significatif. Voilà, on regardera cette étude de Mutabingwa qui est parue le plus récemment et qui complète cette expérience. Alors, assez vite, un laboratoire a essayé de rendre cette combinaison amodiaquine en jaune et artésunate en blanc utilisable, faute d'avoir réussi à mettre les deux produits dans le même comprimé, au moins que, pour des enfants de 7 à 13 ans par exemple, on sache que le premier jour, eh bien il faut prendre ces 4 comprimés-là, et le deuxième jour, ces 4 comprimés-là, et le troisième jour, et c'est fini. Donc une façon d'expliquer que les infirmiers et les malades comprennent, ou la mère de famille qui s'occupe de son enfant, comprennent comment il faut prendre ce nouveau traitement. Car c'est ça qui peut perturber la mise en place des nouvelles thérapeutiques du paludisme, c'est le changement d'habitude thérapeutique. Quand on avait un médicament, qu'on prenait à une dose qui était bien rentrée dans les têtes, c'était facile. Quand il faut en prendre 2, ou qu'il y a un changement complet dans l'administration, il faut des mois, des années probablement, pour que ça rentre dans les mœurs, que tout le monde change ses habitudes. Donc voilà, il faut aider un maximum, et ces coblistères étaient une tentative pour aider à cette bithérapie. Alors un autre, artéméter-luméfantrine. Artéméter-luméfantrine, donc un dérivé de l'artémisinine, l'artéméter, la luméfantrine, un arylaminoalcool, commercialisé en Europe sous le nom de Riamet, et aux États-Unis je ne sais pas encore, et partout dans le monde sous le nom de Coartem, comprimé contenant 20 mg d'artésunate et 120 mg de luméfantrine. Donc on va voir rapidement l'artéméter, un dérivé liposoluble de l'artémisinine, bonne biodisponibilité. Chez l'animal, il y avait une toxicité quand on l'injectait par voie intraveineuse, intramusculaire, avec des dérivés lipidiques, mais rien chez l'homme. Une activité très rapide, comme tous les dérivés de l'artémisinine. Ça bloque également la formation des gamétocytes. Ça, je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais les dérivés de l'artémisinine en général inhibent en partie la gamétocytogénèse parce qu'ils agissent très vite
sur des trophozoïdes qui n'ont même plus le temps d'aboutir, d'évoluer vers le gamétocyte. Et ça, c'est un point peut-être qui a joué sur la diminution de l'endémie à Plasmodium falciparum en Asie du Sud-Est. La luméfantrine, un aryl aminoalcool, apparenté à la lofentrine, biodisponibilité variable. Retenez ça, ça passe pas très bien la paroi de l'intestin pour pénétrer dans le sang. Une demi-vie plus longue, nettement plus longue. Pas de toxicité cardiaque identifiée à ce jour, bien que ce soit apparenté à la lofentrine. Une activité schizotypique lente. La posologie. La posologie, eh bien, elle est un peu plus compliquée, puisque chez l'adulte, c'est 4 comprimés 2 fois par jour pendant 3 jours. Ça fait 6 prises en 3 jours. Et non pas 4 en 2 jours comme le laboratoire l'espérait initialement. Ils ont démarré leurs études en essayant de voir si, en 2 jours de traitement, à 4 prises, ça suffirait. Plus repas, peut-être. Alors, cette étude que nous avions menée avec Olivier Bouchot en particulier, dans plusieurs centres français, où on comparait, elle est un peu ancienne, la lofentrine, c'était le traitement de référence en France, avec cette artéméter luméfantrine, un temps de disparition des parasites qui est significativement plus rapide avec la combinaison, voilà, c'est l'artéméter, un temps de disparition de la fièvre qui est également un peu plus rapide, mais avec cette posologie que le laboratoire préconisait initialement et à l'époque, nous n'avions que 82% de succès. Donc, quand même, 16% 18% d'échecs, c'était un petit peu gênant. Voilà. Pour ce qui est de QT, on avait bien regardé, il n'y avait aucune toxicité, même si ça allonge un petit peu l'espace QT, mais beaucoup moins que la lofentrine. Voilà. Ce qu'on peut regarder, c'est qu'il y a eu une série d'études après celle-là, en Thaïlande, qui ont montré qu'avec 6 prises en 3 jours, donc 3 jours de traitement, 2 prises par jour pendant 3 jours, on arrivait à des taux de guérison contrôlés à J28 de 97%, étude de Mme Van Duc parue en 2000, et dans un numéro récent du Malaria Journal de 2005, 98,8% de guérison à J42, ajusté sur le génotypage pour être sûr que c'est pas la même souche, c'est une réinvasion si tant est que ça existe, et comparé à 96% pour mefloquine à lofentrine. Donc ça a l'air de faire aussi bien, peut-être un peu mieux, que mefloquine artesunate, cette association artéméter luméfantrine. Peut-être. Sur 490 patients quand même, pas mal. Et puis on regardera aussi l'étude, décidément je vous la télescope, je vous la téléphone depuis longtemps, et la voilà. Cette étude tout à fait intéressante d'une équipe qui a regardé en Tanzanie, dans une zone particulièrement sensible de la Tanzanie, ce qui se passait avec un protocole à 4 bras. 4 bras de thérapeutique comparés, randomisés. 1811 enfants, traitement de 3 jours, à la maison, non supervisé. Et donc il y en a 270 qui ont pris de la modiakine seule, en Tanzanie, 507 qui ont pris amodiakine plus sulfadoxine pyrimétamine, 515 qui ont pris amodiakine plus artesunate, le même que tout à l'heure l'étude de Hadwick, et puis il y en a 519 qui ont pris le coartem, c'est-à-dire artéméter luméfantrine. D'accord ? Critères de jugement, taux d'échec à J14 et J28, parasitologique et clinique. Résultat à J14, ils ont été obligés d'arrêter le bras amodiakine seul. Il y avait trop d'échecs dans le bras amodiakine seul. Il y avait 42% d'échecs versus 20% pour amodiakine sulfadoxine pyrimétamine, 11% pour artesunate amodiakine et 1% pour coartem. Alors, ceux qui étaient guéris sous amodiakine seul sont restés dans l'étude. Tous les autres ont été mis à un traitement de secours, de réserve, pour les guérir, bien sûr. Et donc, à J28, on s'aperçoit qu'on n'a pas tellement changé, d'ailleurs. De 42%, on est passé à 48% d'échecs avec la modiakine seule. Mais donc, confirmation que la modiakine ne peut pas être donnée en Tanzanie dans cette région.
Amodiaquine plus sulfadoxine pyrimétamine, c'est pas terrible, 34% d'échec. Amodiaquine plus artesunate, 11% d'échec. Il y a un problème dans cette zone de Tanzanie. En revanche, le coartem, l'artéméter luméfantrine, 2,8% d'échec seulement. Donc cette étude qui est bien faite, pour laquelle il n'y a pas l'air d'avoir de biais relativement important qui puisse mettre une critique sur ces résultats, aboutit à la conclusion que finalement, il y a peu de choix de bithérapie dans les zones à taux élevé de résistance à la chloroquine, à l'amodiaquine et à sulfadoxine pyrimétamine, ce qui est malheureusement le cas de cette zone de Tanzanie, où il y a trop de résistance à ces trois drogues pour qu'on puisse utiliser autre chose que des produits qui ne les contiennent pas. Un produit efficace, mais problème de prix, disaient les auteurs. Voilà une autre étude qui se proposait, et c'est Patrice Piola qui, avec Médecins sans frontières, il est d'ailleurs en thèse à Paris 6 avec nous, faisait ce travail. Il s'agissait de savoir si cette histoire de mauvaise absorption du coartem était un problème ou pas. Vous avez vu tout à l'heure, l'huméfantrine, ça passe mal. Il faut manger en même temps. Il faut avoir un repas gras pour que les taux de l'huméfantrine soient bons. Et donc ils ont regardé ça. Donc artéméter luméfantrine, 6 prises en 3 jours, 2 prises par jour, problème d'absorption pour voir, en prise à jeun améliorée par un repas grissant, l'étude sur le terrain, en consultation externe, tolérance et pharmacocinétique. 313 sujets supervisés. On regardait s'ils avalaient les comprimés au dispensaire. Et on leur donnait un repas gras en même temps. Et il y en a 303 sur ces 313 qui ont pu être contrôlés à J28. Et il y en a 644 qui ont eu également les 6 prises. La première était supervisée au dispensaire, et les autres, après les explications, c'était la mère de famille, ou bien la famille en général, ou l'intéressé, si c'est un adulte, qui s'auto-traitait à la maison. Et 615 sur ces 644 ont pu être contrôlés à J28. Résultat, supervisé 97% de guérison, non supervisé 98% de guérison à J28. Que demande le peuple? Bonne tolérance, 15 effets indésirables modérés, mais pourtant, quand on regarde de plus près, et il y avait un peu de pharmacocinétique, les taux sanguins de luméfantrine sont plus faibles à J3 et à J7 dans le groupe non supervisé. C'est-à-dire que les gens qui ont pris ça à la maison, ils n'ont pas pris le repas en même temps, ou bien ils ont oublié une prise le soir, ou une prise le matin. Donc ils ont des taux plus faibles de luméfantrine, mais néanmoins, cette prise non supervisée a suffi à guérir dans 98% des cas à J28. Leur conclusion, c'est on peut y aller. Sur le terrain, ça marche. Il n'y a pas besoin d'être à surveiller tous les jours les patients pour voir s'ils prennent bien leurs comprimés. Si on leur explique correctement, on a 98% de guérison. Alors, le problème, c'est le prix. Dans cette diapo qui est empruntée à l'OMS, voilà, prix privé, très cher. Si vous essayez d'acheter du Riamet en Allemagne, 56 €. La boîte de 24. La boîte de 24, attention, parce que coartem, il n'y en a pas assez pour faire un traitement. Riamet, il y en a assez pour faire un traitement. Ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, prix public, le laboratoire fait un effort violent et disait qu'ils allaient pouvoir, pour un adulte, faire la cure à 2,4 $, et puis, suivant que c'était les doses pour enfants, ça allait jusqu'à 0,9 $ pour les doses les plus faibles chez les petits enfants. Et même en faisant un effort supplémentaire, le laboratoire disait on va arriver à baisser un peu. Mais néanmoins, vous avez en tête combien coûte une cure de sulfadoxine pyrimétamine? 20 cents. 20 cents. Et là, on est à 2,11 $. Donc il y a un problème. Heureusement que le Global Fund est là pour ça. Alors d'autres combinaisons, d'autres bithérapies nouvelles
Il faut que je termine à toute vitesse, là je vois que je suis en train de... dihydroartémisinine, piperakine. Voilà une combinaison intéressante également qui a fait l'objet d'un certain nombre de publications. C'est donc un dérivé de l'artémisinine qui est la dihydroartémisinine, le produit dans lequel se transforment dans l'organisme toutes les artémisinines. De l'artésunate, ça devient dans l'organisme de la dihydroartémisinine. De l'artéméter, ça devient de la dihydroartémisinine. Plus la piperakine, qui est quoi? C'est une chloroquine doublée, utilisée en Chine depuis longtemps, et qui est encore active, cette chloroquine doublée, sur les souches chloroquino-résistantes. Les scientifiques et les médecins chinois avaient fait des tas de combinaisons bizarres, où il y avait du trimétoprine, de la primakine mélangée à tout ça. Finalement, ces chercheurs, au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, ont testé dihydroartémisinine plus piperakine et trimétoprime, ou dihydroartémisinine plus piperakine seule, sans trimétoprime, comparé à la référence au Vietnam actuellement, qui est artémisinine mefloquine. Donc voilà les effectifs, voilà les résultats. Donc voilà, ça marche, 97,4, 98,7, 98,7, ça marche aussi bien que leur traitement de référence. Moins d'effets indésirables, c'est mieux ça. Il n'y a pas de mefloquine, moins d'effets indésirables. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette association? Donc il n'y a pas de différence significative entre les trois traitements. Le trimétoprime, on peut le supprimer, ça n'ajoute rien. La tolérance est meilleure que le traitement de référence. Peut-être que la dose de dihydroartémisinine n'est pas tout à fait ajustée, elle est peut-être insuffisante, mais enfin bon. Le prix d'un traitement, regardez ça. Donc, ce que je viens de vous dire, chloroquine ou sulfanoxine, 20 cents. Artésunate plus mefloquine, $6. Quelqu'un qui travaille au Vietnam m'a dit, moi je l'ai eu à $4. Donc on peut négocier. Mais quand même, $4. Artéméter luméfantrine, de 40, on vient de le voir. Et alors, Olekine Pharmaceutical, firme chinoise, disait qu'ils allaient le faire à $1 seulement. Donc là, ils cassent le marché, formidable. En revoyant les choses, et parce qu'il y a d'autres études qui montrent que c'est très intéressant, cette combinaison, ils sont en train de remonter un peu les prix. Malheureusement. Donc il y a une étude complémentaire en Thaïlande qui est à 3 bras avec 4 prises versus 3 prises. C'est équivalent, ça marche bien. Voilà une association qui est tout à fait intéressante, qui est supérieure en Thaïlande au traitement de référence mefloquine artésunate. Et peut-être moins cher, peut-être. Alors le problème c'est que les artémisinines, on les met partout, on a raison de les mettre partout dans les combinaisons, mais coup de tonnerre dans un ciel serein, voilà pas que Ronan Jambou et Éric Legrand publient dans le Lancet il y a très peu de temps ce travail où il semble y avoir des problèmes de résistance de Plasmodium falciparum à l'artéméter et à l'artésunate aux dérivés de l'artémisinine. En réalité, quand on regarde, c'est des souches in vitro qui sont testées dans ces divers endroits. Au Cambodge, il y en a très peu, c'est en vert les dérivés d'artémisinine. Et il y en a très peu qui dépassent les taux. Curieusement, au Cambodge, il y en a très peu. En revanche, en Guyane française, vous voyez, il y en a qui montent là terriblement à des taux qui ne devraient pas exister in vitro. On est dans des puits de culture in vitro. Et au Sénégal, curieusement au Sénégal, où on a très peu utilisé pour le moment, il y a également quelques rares isolats qui montent au-dessus. Inquiétant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, interprétation. Peut-être problème de méthode. C'est in vitro uniquement. C'est du dépistage phénotypique par culture d'isolat. C'est de l'artésunate au Cambodge, c'est de l'artéméter au Sénégal et en Guyane. Est-ce que c'est comparable? C'est des clones ou isolats utilisés comme contrôle qui sont différents selon les pays. Bon, la référence n'est peut-être pas la même. Le temps de conservation des plaques de culture avant usage n'est pas précisé. Quand on met de l'artéméter dans des plaques en plastique pour chercher ensuite sur un isolat à essence, au bout de 3 semaines, il y a de moins en moins d'artéméter, et donc il y a des soi-disant résistances qui sont en fait des destructions du médicament dans la plaque. Mais cependant, il y a une corrélation des souches trouvées supérieures au taux d'efficacité, une corrélation avec une mutation qui serait en lien avec l'éventuelle résistance aux dérivés de l'artémisinine. Donc je rappelle qu'à ce jour, sauf s'il y a quelqu'un qui a lu une publication, il n'y a pas un seul cas de résistance chez l'homme de falciparum aux dérivés de l'artémisinine, quand c'est donné à bonne dose. Pas un seul cas de résistance prouvée.
semble-t-il. Alors, on passe maintenant, et dans les 5 ou 6 minutes qui restent, à des nouvelles thérapeutiques antipaludiques, perspectives, des choses qui sont dans les tuyaux, ou qui vont bientôt apparaître. Il y a un dynamisme récent de la recherche. J'ai regardé PubMed. Sur le début de l'année 2006, il y a 40 publications sur des drogues antipaludiques. 40 publications en 2 mois. On n'avait jamais ça avant. Il se passe quelque chose. Formidable. Formidable. Donc un dynamisme récent de la recherche. Mobilisation des chercheurs universitaires, partenariat public-privé, tout ça est favorable à quelque chose. Et par exemple, un exemple, Wennerström, qui travaille aux USA à Omaha, avait publié dans Nature, en plein mois d'août, en 2004, il n'y avait pas de canicule en France, donc on en a parlé partout, la grande presse en a parlé, donc d'une molécule intéressante, qui a cette tête-là, il y a un pont endo-peroxyde, oxygène-oxygène, qui ressemble à celui de l'artémisinine. Ça n'est pourtant pas une artémisinine de synthèse, mais il y a une parenté dans le mode d'action sûrement, et donc c'est quelque chose qui est industrialisable. On peut le faire, alors que vous le savez, pour faire de l'artémisinine, de l'artésunate, de l'artéméter, il faut cultiver des hectares d'artémisia annua, d'armoise, les faucher, et ensuite les mettre dans des marmites pour extraire par hémisynthèse les produits. Là, ils disent ça, on peut le faire dans des usines. Une biodisponibilité qui est bonne, une demi-vie longue, plus longue que celle des artémisinines, pas de cytotoxicité, donc formidable, ça a l'air bien. Efficacité in vitro chez l'animal égale ou supérieure à celle des artémisinines. Un bon exemple de partenariat public-privé. Car Medicine for Malaria Venture, cette initiative qui groupe des laboratoires pharmaceutiques et des organismes internationaux, a aidé à la mise au point de cette molécule. Donc voilà un bon exemple. Et d'autres, il y en a d'autres. Des fluoroquinolones, avec une de nos doctorantes à la Piquet-Salpêtrière, à Paris 6, on avait regardé si des fluoroquinolones n'avaient pas une activité. Sur les stades sanguins, c'est pas très intéressant, c'était connu, mais on regarde, nous, ce qui se passe sur les stades hépatiques. Malheureusement, celles qu'elle avait identifiées, de façon claire, n'étaient pas les mieux tolérées, et donc il faudrait modifier les molécules. La phosminomycine, un vieil antibiotique sans intérêt pour les bactériologistes, a été reprise. Ça bloque une enzyme qui est une cible intéressante et nouvelle pour le parasite. Mais malheureusement, il faut ajouter de la clindamycine pour que ça marche. L'azithromycine, pourquoi pas, les macrolides. Sur Pivivax, il y a une étude récente en Inde qui semble montrer une certaine efficacité, pas terrible, de ces macrolides. Donc voilà, des nouvelles molécules. Alors ça, c'est également Nassira Mahmoudi qui a fait ce travail qui est paru, et un autre va paraître bientôt pour sa thèse, en faisant de la modélisation mathématique dans la recherche de nouveaux antipaludiques. Avec la collaboration de chercheurs de Valence, espagnols, de pharmacochimistes espagnols, nous avons bâti des relations, établissant une relation structure-activité sur des indices de la structure des molécules. Et on a criblé des bases de données extrêmement importantes pour identifier des molécules que l'équation prédit comme actives. C'est une prédiction théorique sur la relation structure-activité que nous avons établie précédemment. Et on le vérifie ensuite in vitro et in vivo pour voir si ça marche. Et dans un certain nombre de cas, nous avons trouvé des molécules qui n'avaient été testées pas du tout ou un peu comme antipaludiques, qui paraissent extrêmement intéressantes, non seulement sur les phases sanguines, mais également sur les phases hépatiques du plasmodium où on a très peu de molécules. Donc nigéricine, monenzine, les antiprotéases. Je viens de voir une publication sur les antiprotéases. Les antiprotéases actives contre le VIH sont tout à fait intéressantes, et donc peut-être qu'en les modifiant ou en les utilisant différemment. Ça pose un petit problème dans les pays où il y a du paludisme et du VIH, que ces antiprotéases, si elles sont largement utilisées, ce qui n'est pas encore le cas. Bon, voilà, donc il y en a toute une série qui sont en cours. Henri Vial à Montpellier a une nouvelle classe d'antipaludiques qui agissent sur les membranes du parasite, sur la phosphatidylcholine qui empêche le parasite de faire ses membranes et qui sont peut-être des médicaments intéressants. J'ai déjà parlé de celle-là. Il y a des diaminides orales, des apparentés à la pentamidine qui ont l'air d'être des antipaludiques et antitrypanosomes intéressants à éventuellement développer encore.
Je finis sur l'accès pernicieux, dont vous savez tous que la quinine intraveineuse, c'est la référence partout dans le monde. Mais dans le Lancet en 2005, un groupe de travail qui travaille sur les accès graves en Asie du Sud-Est, dont Nick White pilote en partie, a montré quoi? Qu'en comparant artesunate intraveineux à quinine intraveineux, chez des patients qu'ils ont recrutés en 2 ans, 730 patients dans le bras artesunate, 731 dans le bras quinine. Quinine, c'est la dose standard, c'est comme d'habitude. 20 mg kilo de dichlorhydrate en 4 heures, dans du glucosé, 3 fois par jour, etc. Critère de jugement, la mort. Analysé en intention de traiter. Voilà ce que ça donne. Artesunate, les accès graves, ça reste grave. Regardez, même avec la quinine à bonne dose, 22% de mort. Même avec l'artesunate à bonne dose, 15% de mort. Mais une réduction de 34% de la létalité quand on donne de l'artesunate par rapport à la quinine. C'est la première fois qu'on montre ça. Et avec un intervalle de confiance à 95% qui montre que ça reste vrai, avec une probabilité extrêmement élevée que ce soit tout à fait vrai. La tolérance de l'artesunate intraveineux comme ça est bonne. La discussion, c'est que les études qui avaient été faites antérieurement avec l'artéméter et la quinine n'étaient pas significatives parce que l'artéméter dans l'accès grave diffuse mal. L'artéméter intramusculaire diffuse pas assez bien dans l'ensemble de l'organisme dans les accès graves. Et l'artesunate intraveineux diffuse très bien, forcément, intraveineux. Conclusion, preuve indiscutable de la supériorité de l'artesunate IV dans l'accès grave, mais l'artesunate n'est toujours pas disponible aux bonnes pratiques de fabrication. L'usine, la seule usine du monde en Chine qui fait de l'artesunate injectable par voie IV n'est pas aux bonnes pratiques de fabrication. De temps en temps, dans les flacons d'artesunate, il y a des trucs qui flottent, qui sont un peu embêtants. C'est parce que c'est compliqué à faire. Les Chinois sont très bons pour faire des médicaments, mais c'est très compliqué de faire de l'artesunate injectable intraveineux. Alors, je vais passer là-dessus parce que je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Simplement, quand ça s'est emprunté à un représentant de l'OMS au Burkina Faso, ça va faire plaisir à celui du Burkina Faso qui est par là, voilà. Eh bien, le seuil pour changer de politique de traitement lors d'utilisation, quand on utilise pour mesurer ça le protocole standard de l'OMS dans les zones de forte transmission, mais à vrai dire maintenant c'est forte ou faible transmission, c'est quand il y a 25% d'échec thérapeutique total clinique et parasitologique, ou bien lorsqu'il y a 15% d'échecs cliniques. Donc vous voyez des taux assez faibles, 15% d'échecs cliniques à un médicament, il faut changer, il faut décider de changer. Ou 25% d'échecs total clinique et parasitologique. Ça, c'est une décision qui a été prise sur un certain nombre d'études faites sur le terrain et qui est probablement à peu près pragmatiquement correcte. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la prise en charge thérapeutique dans un poste de santé pour un accès simple, quand on est en zone 1, quand il n'y a pas de chloroquino-résistance, est-ce qu'il faut continuer à donner de la chloroquine pour que les taux de chloroquino-résistance continuent à augmenter? Il vaudrait mieux pas. Pour le moment, on continue à faire ça dans certains pays, mais c'est pas très bon. Il vaudrait mieux prendre sulfaloxine pyrimétamine si on est sûr qu'il n'y a encore aucune résistance à sulfaloxine pyrimétamine, ou mieux un ACT, un artémisinine combine thérapie. Bon, apprendre aux mères à traiter correctement à la maison, c'est également quelque chose qui est extrêmement important à faire. Pour ceux qui vomissent, il faut essayer de faire quelque chose et les évacuer sur le dispensaire. Donc, est-ce que les intrarectales de quinine, est-ce que l'artesunate intrarectal pourrait être une solution dans ces zones rurales éloignées pour sauver des enfants qu'on aurait le temps d'évacuer avec une première administration thérapeutique? On n'a pas de quoi faire des perfusions. Il faut arrêter de leur piquer les fesses
avec des aiguilles trop grosses et de la quinine qui fait des abcès et qui abîme le sciatique. Est-ce qu'on peut remplacer ça par de l'intrarectal avec de l'artésunate? Peut-être. La formation des mères, ça je vais peut-être passer vite, mais cette étude faite en Éthiopie à une époque où il y avait encore une chloroquinosensibilité avait montré que entre faire comme d'habitude, les enfants sont traités par l'infirmier ou le médecin au dispensaire, et les enfants sont traités après que les mères de famille aient eu une formation sur la bonne thérapeutique par une mère qu'elles ont élue leur mère formatrice. Cette mère formatrice a été formée pendant 2 mois et elle va ensuite transmettre pendant 2 mois la bonne application du traitement à la maison d'un enfant qui a l'air d'avoir un paludisme. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde au bout d'un an ce qui se passe? Il y a 38% de morts en moins dans le bras où les mères de famille ont été enseignées sur la bonne façon de traiter. 38% de morts en moins. Et quand on traite comme d'habitude avec l'infirmier ou l'agent de santé communautaire, eh bien, il y avait 57% de morts dues au paludisme, certaines ou possibles, après les autopsies verbales. Extrêmement instructif de regarder ça. Dramatique. Bon, stratégie donc, il faut changer. Chaque fois que la chloroquine n'est plus efficace, il y a des tas de pays qui ont changé. Et ils ont éventuellement changé leur deuxième intention qui était sulfadoxine pyrimétamine. Donc j'ai déjà montré ça. Voilà quelque chose qui n'est pas du tout du 9 mars 2006, vous allez dire formidable, il vient de la faire. Non. C'est 26 janvier 2006 à Washington, l'OMS. Et donc on voit que maintenant, les traitements combinés comprenant un dérivé de l'artémisinine sont en première ligne de traitement dans beaucoup de pays. Beaucoup. En tout cas, c'est ce qui est décidé. Les conférences de consensus ont dit, c'est ça qu'on va faire. Allez, demain on le fait. Quand on aura le médicament. Donc voilà, c'est bien, il y a une mobilisation formidable dans beaucoup de pays qui aboutit à ce qu'on change de traitement de première intention. Maintenant, il faut y arriver. Il faut que les médicaments arrivent, que l'enseignement de tous les acteurs de santé, du médecin, y compris les médecins, les infirmiers, les agents de santé, que tout le monde sache exactement comment on applique ces nouvelles bithérapies de première intention. Et qui sont le plus souvent d'ailleurs des artémétères plus lubéfentrine, ou bien des artésunates plus amodiaquine. Voilà, il n'y a pas tellement de choix. Alors, il y a une autre stratégie qui se fait jour, et qui est celle-là. Traitement contrôle ou traitement préventif? Bon, traitement curatif des cas, tout le monde sait, c'est ce qu'on fait. Si on avait des bandelettes de diagnostic rapide, peut-être qu'on ferait moins de bêtises, et qu'on gâcherait moins nos médicaments. Mais on n'en a pas encore forcément. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est traitement intermittent systématique ou ces traitements préventifs intermittents, les TPI, sont une stratégie à prendre en compte? Qu'est-ce qu'on a comme études qui montrent ça? Alors, il y a les études faites en Tanzanie, par Schellenberg et d'autres, à l'occasion des séances de vaccination du programme élargi de vaccination, où beaucoup d'enfants viennent. Il y a une bonne adhérence au programme élargi de vaccination. Et donc, beaucoup d'enfants arrivent à 2 mois, sont vus à 2 mois, à 3 mois, à 9 mois, pour les vaccinations. Ils sont tous là avec leur mère. Profitons de cette fréquence de présence des enfants pour leur donner un traitement antipaludique. Mais ils ne sont pas malades. Pourquoi vous voulez leur donner un traitement? Eh bien, on va voir. Peut-être que ça fait quelque chose. Deuxième cible, les femmes enceintes. Pendant leur grossesse, on arrête d'essayer de leur donner de la chloroquine ou autre chose toutes les semaines, ça ne marche pas. Essayons lors des visites prénatales de leur donner un traitement. 2 fois, 3 fois pendant la grossesse. Et qu'est-ce qu'on observe? Une prévention de la morbidité-mortalité. Moins d'accès grave, moins d'anémie. Et ça a été montré, en particulier sur cette étude
de David Schellenberg, qui, 2 ans après avoir mis de façon randomisée des enfants dont certains avaient traitement par sulfadoxine-pyrimétamine à l'occasion de ces séances de vaccination, et dont d'autres, tirés au sort, n'avaient pas. Ils n'avaient que la vaccination, pas le traitement. Il a surveillé pendant 2 ans ce qui se passait, chez les traités, chez les non-traités. 36% d'accephalustre en moins chez ceux qui ont reçu sulfadoxine-pyrimétamine, et nettement moins d'anémie globalement. Donc voilà, c'est contre toute attente, car il avait peur, Schellenberg lui-même avait peur qu'il y ait un effet rebond, qu'en ayant empêché le paludisme à 2 mois, 3 mois, 9 mois, on ait retardé l'acquisition de la prémunition, et que un an plus tard, ils se mettent à faire plus d'excès que les autres. Et non, ils en font moins. On ne comprend pas très bien pourquoi, mais ils en font moins, semble-t-il. Alors, bon, c'est une étude en Tanzanie. Voilà, il faudrait voir, est-ce que c'est le bon rythme, est-ce qu'il faut en donner plus souvent. Voilà quelque chose qui est un objet de recherche, une stratégie de recherche à creuser, à améliorer peut-être. Les séances de vaccination, c'est pas mal, parce que les enfants sont là, mais après, peut-être qu'il faut continuer. À quel rythme? Avec quels médicaments? Il y a beaucoup de résistance à sulfadoxine-pyrimétamine qui s'installe en Tanzanie. Et en Tanzanie, là, c'est curieux que ça ait marché. C'était pas au même endroit que l'étude de Mutabwingwa, sûrement pas, parce que, où c'était avant. Bon, je finis là-dessus. On a du paludisme en France, on essaye de protéger parce qu'on avait 8000 cas, il y en a plus que 6000 et quelques maintenant. Ils prennent pas leur prophylaxie. Voilà pourquoi ils font des accès. Et avec Jacques Lebras, il a montré qu'il y avait des birésistances qui s'installaient. Malheureusement, la birésistance à à chloroquine plus proguanil s'installe dans des pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc on a été obligé de faire passer 7 pays côtiers d'Afrique de l'Ouest en zone 3, là où cette bithérapie chloroquine proguanil ne fonctionne plus en prévention du paludisme. Donc ça, c'est un problème qui est marginal, annexe. Ce n'est que les voyageurs par rapport à ce que vous avez à prendre en charge, vous, pour les autochtones, mais néanmoins, ça témoigne de l'augmentation des résistances à ces médicaments dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre stratégie? La mefloquine, la tovacone proguanil, ça coûte trop cher. La doxycycline, ça coûte pas cher. Mais il faut la prendre tous les jours, et si on l'oublie un jour, on n'est plus très protégé. À l'étude, la tafénoquine, qui est un amino 8 quinoléine, intéressant peut-être, longue demi-vie, mais ça hémolyse, ça donne des hémolyses chez les gens qui sont déficitaires en G6PD. Donc, voilà, le vaccin, je pense que je vais passer, car le vaccin, il y a des études, Pataroyo, Pierre Druil travaille et a des choses intéressantes à dire. Des antigamétocytes, peut-être. En tout cas, il y a des études, vous voyez, ça continue. En 2004, en 2005 de Pierre Druil, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais les médicaments, en attendant, les bonnes bithérapies, je crois que c'est ça le message essentiel. Voilà. Une arme de destruction massive qui n'intéresse personne, qui commence à réintéresser un peu pas mal de monde. Je vous remercie. Là, il y a un agent de santé communautaire qui, sur sa mobilette, se précipite pour aller donner une bithérapie. C'est à Madagascar, bien sûr, je l'ai prise avant-hier, cette photo.